OK, maintenant, je présente les principales différences entre le système endocrinien et le système nerveux. Donc, évidemment, c'est ce que moi je vais dire qui l'emporte. Il y a des détails peut-être que je vais passer plus vite, mais les choses importantes, c'est vraiment ce que je vais dire. Donc, maintenant, vous êtes un peu des experts du système nerveux que vous avez beaucoup étudié dans la session. Alors, on va utiliser ce que vous connaissez déjà et on va le comparer avec le nouveau système ici qu'on a abordé aujourd'hui, donc le système endocrinien. J'ai dit tantôt au début de la capsule, c'est en fait deux systèmes qui permettent la communication au sein de votre organisme, évidemment. Donc, la première chose, c'est qu'évidemment, le système nerveux, la façon de communiquer, c'est surtout une stimulation électrique. Et là, parfois, dans votre livre, on dit qu'il y a aussi une stimulation chimique, puis ça vous mélange. Mais en fait, il faut faire attention. Pour moi, c'est une stimulation vraiment électrique. L'idée, c'est de produire des influx nerveux, mais c'est vrai que, souvenez-vous, dans les boutons synaptiques, on va émettre, on va libérer des substances chimiques qu'on appelait des neurotransmetteurs qui peuvent favoriser ou non la production d'un influx nerveux dans un autre neurone, exemple, ce qu'on appelle des PPSE, PPC, etc. Donc, c'est vrai, c'est pas faux, mais je dirais que c'est une façon combinée. Il y a une stimulation chimique qui peut se faire, mais en bout de ligne, on veut savoir si on produit un courant électrique ou non sous forme d'influx nerveux. La grosse différence, c'est qu'en termes d'endocrinien, c'est seulement chimique. Il n'y a aucun signal électrique, on est vraiment au niveau des hormones, de molécules chimiques de taille variée. On verra dans les prochaines diapos que la nature chimique peut être hautement variable. Ça peut être un lipide, ça peut être une protéine, on verra ça tantôt. Mais c'est vraiment des molécules chimiques qui sont distribuées dans le sang. Alors qu'au point de vue nerveux, on ne fonctionne pas du tout avec le sang. C'est vraiment par les axones et de connexion de neurone à neurone ou de neurone à un muscle, exemple, qu'on va produire notre effet. La cible de la stimulation, donc généralement, c'est beaucoup plus précis et simplifié avec le système nerveux. Il y a 3 choix possibles. La plupart du temps, au niveau du système nerveux, le neurone peut stimuler soit un autre neurone. Ça, c'est dans la majorité des cas. Ou bien, parfois, le dernier neurone moteur de la chaîne pourra stimuler un muscle. Un muscle lisse au niveau d'un organe, un muscle squelettique au niveau d'un membre. Okay? Donc ça va. Et il y a quelques exemples aussi que vous allez étudier au cours de votre deck où le neurone pourra stimuler une glande qui produira une sécrétion. Ça peut être une sécrétion d'une hormone, ça peut être la sécrétion de d'autres substances, ça peut varier. Okay? Donc généralement, c'est pas compliqué. Le système nerveux, il agit sur un neurone, sur une cellule musculaire ou sur une cellule glandulaire, donc qui appartient à une glande. Donc, maintenant, il y a 2 questions. Les autres cellules qui ne sont pas un muscle, une glande ou un neurone, comment on fait pour les stimuler? Bien, c'est là que le système endocrinien devient important. Donc, les hormones vont nous permettre d'aller chercher les autres cellules qui ne seront pas ciblées par le système nerveux. Et en fait, le système endocrinien, en théorie, il peut agir sur tous les types de cellules de votre corps. Donc, contrairement au nerveux où c'est très spécialisé, le système endocrinien est spécialisé aussi. Ça prend un récepteur, mais en termes de type de cellules, je peux aussi bien agir sur des muscles que sur des glandes, que sur des neurones, que sur des cellules de peau, ou peu importe. Tout ce que ça me prend, c'est que la cellule, peu importe la sorte de cellule, doit avoir le récepteur spécifique à l'hormone. Donc, en théorie, tous les milliards de cellules qui vous composent pourraient réagir à une hormone donnée tant qu'elle a le récepteur, parce que clairement, on l'a dit tantôt, une relation spécifique entre le récepteur et l'hormone. Mais au niveau nerveux, j'ai pas le choix. Là. Un neurone d'un système nerveux agit sur un autre neurone, un muscle ou une glande, tout simplement. Donc ça, c'est une grande différence ici. Le temps de réponse aussi, comme vous en doutez bien, c'est une différence extrêmement importante. Le système nerveux, évidemment, c'est très rapide. On agit dans l'ordre des millisecondes. Donc, c'est très, très rapide. C'est très, très local aussi comme effet. Alors que le système endocrinien, c'est relativement lent. Ça peut prendre des minutes, des heures. Parfois, ça peut prendre des jours. Et en gros, en fait, je vais sauter 3-4 cases. Là, je vais les résumer en 2 mots. C'est pas compliqué. Globalement, système nerveux, la réponse est rapide et locale. J'agis sur le muscle, mon biceps brachial pour plier le bras. Donc, il y a un neurone moteur qui stimule un muscle. Alors que le système endocrinien, l'effet va être, pour une hormone donnée, va être généralisé. On va agir sur plusieurs cibles en même temps. L'effet va durer longtemps, mais ça prend plus de temps à produire l'hormone, à la transporter dans la circulation sanguine et avoir un effet. Donc, dans ce cas-ci,
c'est évident qu'on est vraiment dans un autre monde. Et on pourrait dire d'une certaine façon, même si c'est pas écrit, c'est comme si on vient renforcer un petit peu le système nerveux. Tu sais, le système nerveux, c'est bon pour avoir une réponse rapide, mais le temps que le système endocrinien se mette en branle, on pourrait avoir un effet qui va prendre un peu plus de temps à mettre en branle, mais qui va avoir un impact. Pour certaines situations, c'est ce qui va se produire. Je pense, par exemple, quand vous êtes stressé, vous avez une réponse nerveuse très rapide pour s'adapter rapidement au stress que vous vivez. Et pendant ce temps-là, on produit des hormones de stress qui vont agir un peu plus tard et plus longtemps. Puis c'est certain qu'il y a d'autres situations où ça n'a rien à voir avec le système nerveux. Endocrinien a des fonctions uniques que le système nerveux n'a pas de lien. Donc, ça va varier d'une situation à l'autre. Mais en gros, le temps de réponse beaucoup plus long sur endocrinien. L'effet de la stimulation va varier aussi. Donc, je l'ai dit, généralement, les effets sont beaucoup plus locaux au niveau du système nerveux, alors qu'au niveau endocrinien, on peut agir sur l'ensemble de l'organisme. Donc, c'est une portée qu'on dit étendue. Le type de réponse aussi va varier. Donc, souvent, au niveau endocrinien, on va modifier l'activité chimique ou métabolique, si vous préférez. Alors qu'au niveau nerveux, ben, c'est assez simple, en fait. On contracte ou non un muscle. On stimule la production d'un influx nerveux ou non dans un neurone, ou on contracte une glande pour qu'elle relâche ses substances ou non, et on vient de faire le tour. Donc, c'est des effets très, je dirais, limités. Hein? C'est toujours les mêmes 3 types d'effets, alors que l'activité métabolique, c'est très varié. On peut jouer au niveau du glucose, on peut jouer au niveau du sodium, potassium, la quantité d'eau qui circule ou non dans votre corps et tout ça. Et la durée de la réponse, ben, c'est relié aussi. Donc, l'effet d'une hormone, ça peut durer beaucoup plus longtemps qu'un influx nerveux. Un influx nerveux, ça se fait rapidement, ça dure quelques millisecondes, puis une fois que le muscle est contracté, c'est fini. Exemple. L'hormone, elle, c'est une molécule chimique. Donc, une fois qu'elle est produite, tant qu'elle traîne dans votre corps et qu'on ne l'a pas dégradée, elle va avoir un effet. C'est pas à retenir, mais l'hormone sexuelle mâle, la testostérone, dans ce cas-ci, on dit qu'elle a une demi-vie de 14 jours. C'est un peu long, 14 semaines. 14 jours. Mais pensez-y, si on produit de la testostérone le mardi, ben, 14 jours plus tard, c'est la demi-vie. Donc, il en reste encore, là, mais on a la moitié qui est partie. Donc, l'effet peut être très long. Là. Pour une production donnée, l'effet peut durer des semaines. Okay? Donc, c'est ça qu'il faut comprendre. Les hormones vont avoir une durée variable selon leur effet, mais c'est certainement plus long qu'un influx nerveux. Okay? Donc, évidemment, il faut être très à l'aise entre ces deux, avec ce tableau-là, les différences entre ces deux systèmes de communication. Une autre façon d'illustrer ces différences, avec les deux dessins que je vous montre ici. Donc, à gauche, évidemment, on a le système nerveux versus le système endocrinien à la droite. Donc, ce que vous savez déjà, à la gauche, bon, un neurone fait des influx nerveux. On arrive au niveau des cellules cibles. Donc, dans ce cas-ci, ça peut être d'autres neurones, ça peut être des cellules musculaires ou glandulaires. Mais en bout de ligne, on sait que suite à la production d'influx nerveux, on relâche des neurotransmetteurs qui viennent stimuler la cellule cible. Donc, exemple, production d'un influx nerveux dans un autre neurone ou encore contraction musculaire, etc. La grosse différence, c'est que si je regarde le système endocrinien, bien, premièrement, en étape 1, ici, j'ai une glande. Donc, ici, c'est l'intérieur d'une glande. On produit une hormone qui est illustrée sous forme de petit triangle vert ici, qui est sécrétée dans le sang. Donc, c'est une glande endocrine, comme on a vu tantôt, et l'hormone s'en va en circulation. C'est une des raisons qui explique que l'effet est si long, hein, parce qu'on va faire le tour de l'organisme, on va se promener un peu partout dans l'ensemble du réseau vasculaire, dans vos vaisseaux sanguins. On sort des vaisseaux sanguins un peu partout, puis on va entrer en contact avec l'ensemble de vos cellules. Par contre, il y a des cellules cibles qui ont le bon récepteur à la surface ou à l'intérieur, ça va dépendre de l'hormone, et si j'ai le bon récepteur spécifique à l'hormone, ben, quand elle va sortir, par exemple, si l'hormone sort ici, il n'y a pas d'effet, c'est parce que la cellule n'avait pas de récepteur. Elle sort un peu plus loin, oups, cette cellule-ci a le bon récepteur, donc là, on va activer une réponse. Et aussitôt qu'il y a un lien entre le récepteur et l'hormone, il y aura une réponse biologique d'enclencher, et c'est là qu'on aura un effet. Donc, c'est toujours à peu près la même chose. Peu importe l'hormone que vous allez étudier, c'est le même schéma qu'il faut garder en tête. Production d'hormones dans la glande endocrine, circulation sanguine, on sort des vaisseaux sanguins et pour les cellules cibles, donc qui ont le récepteur spécifique, hein, que je viens d'encadrer ici à l'écran, on va avoir une réaction biologique et c'est là qu'on aura un effet associé à l'hormone donnée.
L'ensemble du système endocrinien est illustré ici. Donc, dans le fond, c'est à peu près ça qu'on va discuter au cours de vos 3 cours de biologie, au niveau du DEC. La première chose qui vous surprend tout le temps, on parle tout le temps de glandes pour le système endocrinien, et en fait, c'est plutôt rare des vraies glandes. C'est généralement des organes qu'on dit... tissu endocrinien, en fait, c'est des organes qui possèdent quelques cellules spécialisées, trafiquées pour produire des hormones. Alors, je vous donne un exemple. Un organe donné, le cœur. Bien, le cœur, vous le connaissez comme un organe qui va pomper le sang, déplacer le sang. Mais un jour, quand vous allez faire le cardiovasculaire en détail, vous allez vous rendre compte que dans une section du cœur, l'oreillette droite, en fait, on a des cellules spécialisées qui émettent une hormone, la FNA, qui va pouvoir contrôler la pression artérielle. On ne considère pas que le cœur est une glande, mais on considère que le cœur, même s'il est associé au système cardiovasculaire, a une fonction endocrinienne. Et tous les organes qui sont ici, je ne vous demande pas de les retenir par cœur, mais c'est des organes dont certains vous allez étudier très, très en détail, justement, avec l'idée qu'on produit des hormones ici. Donc, effectivement, la peau, le cœur, le foie, le thymus, l'estomac, c'est tous des organes qui ont des fonctions différentes. La peau pour contrôler la température, vous protéger, thymus, fonction de défense. Au niveau du système immunitaire, le foie, estomac, pancréas, digestif. Donc, c'est des organes qui ont leur propre fonction, qui appartiennent à différents systèmes, mais ils ont un point commun. Ils sont capables de produire des hormones que vous allez étudier au cours de votre DEC. Même chose pour testicules ou ovaires chez la femme. Alors, c'est des organes qui ont des tissus endocriniens. Ce n'est pas leur première fonction, mais ils ont des petites cellules trafiquées en faible quantité. Ce n'est pas l'essentiel du cœur qui produit une hormone. Il y a une petite partie du cœur qui peut produire des hormones qui va avoir un effet sur la pression artérielle, sur les fonctions digestives ou reproductrices, peu importe. Donc ici, en temps et lieu, dans vos 3 cours de bio-DEC pour la physiologie, vous allez les étudier en détail, ces organes-là, quand ça sera le temps, et votre prof respectif va vous montrer la fonction de ces hormones-là. En ce qui me concerne, dans les prochaines capsules, je vais vous parler du pancréas ici, qui a une fonction digestive, mais qui est aussi capable de produire des hormones. OK? Donc, exemple. Pour les autres systèmes, vous allez voir ça aux prochaines sessions. Maintenant, le concept important, pour l'instant, c'est de comprendre que des vraies glandes structurées, il n'y en a pas tant que ça. C'est généralement des organes comme ça qui ont des cellules endocrines, donc des tissus endocriniens, qui permettent de produire des hormones, mais qui ont une fonction principale différente. Maintenant, les vraies glandes du système endocrinien sont à la gauche ici. On va les étudier, ces glandes-là, en passant. Donc, dans ce cas-ci, on va parler de la thyroïde, là, qui est en forme de H ici. Et les 4 petits points foncés, comme ça, là, on va parler de parathyroïde. Donc, j'ai la thyroïde à peu près ici au niveau du larynx, et les 4 parathyroïdes qui sont en fait des mini-glandes microscopiques qui sont sur la thyroïde. Donc, c'est 2 glandes différentes. Et ici, on va vraiment parler de vraies glandes structurées. C'est vraiment des glandes du système endocrinien parce que leur unique fonction, c'est de produire des hormones. Elles ne font pas d'autre chose. C'est ça la différence avec les organes de tantôt, c'est que quand je te parle d'une glande, c'est vraiment, au niveau endocrinien, une structure biologique qui produit des hormones ou une hormone, et elle ne fait pas autre chose. Donc là, on peut parler de vraiment d'un organe vraiment endocrinien, une glande structurée. L'autre exemple qu'on va étudier, ça sera la dernière matière de la session, quand on fera la réponse d'adaptation au stress, là, le syndrome, ce qu'on appelle le syndrome général d'adaptation au stress, là, le SGA, on verra ça plus tard. C'est un organe qui est très, très impliqué, une glande, les 2 glandes surrénales. Il ne faut pas mélanger avec les reins. Les reins, c'est un organe qui filtre le sang, produit l'urine. Là, je te parle de glandes sur les reins, surrénales, c'est complètement autre chose. Et dans ce cas-ci, les glandes surrénales produisent 3 hormones différentes qui nous permettent de s'adapter au stress. Okay? Donc, ça aussi, c'est des vraies glandes. Et en fait, quand on réfléchit bien, il y en a juste 3, là. Hein? Il y en a juste 3. On a les glandes thyroïdes, la glande thyroïde, les glandes parathyroïdes et les glandes surrénales. Et c'est ces 3 éléments-là, ces 3 organes-là, qui sont des vraies glandes structurées du système endocrinien, donc qui produisent des hormones et qui ne font pas autre chose. Donc, je vous montrais les organes ici. Il y a les reins aussi qui filtrent le sang, produisent l'urine, qui est capable de produire une hormone, frisson bio2 aussi. Donc, la plupart des organes
que j'ai encerclées ici produisent des hormones, mais ne sont pas des glandes en soi. Donc, tu n'auras pas le droit de me dire que les testicules, j'entends ça des fois, les testicules, les ovaires, c'est des glandes, le cœur, c'est une glande, bien sûr que non. Les testicules ne sont pas plus des glandes que le cœur. Oui, ils produisent des hormones, mais ils produisent aussi des spermatozoïdes, où les ovaires vont produire des ovules chez la femme, exemple. Et hypophyse, hypothalamus, c'est aussi des structures qui peuvent produire des hormones qui vont avoir des impacts sur les autres organes, soit des glandes, soit les autres organes que j'encercle ici. Mais ça, c'est une autre histoire. On verra ça plus en détail éventuellement. Mais ce n'est pas vraiment... ils sont un petit peu à part, donc on en reparlera. Il y en a une que j'ai oubliée, la glande pinéale qui fait partie de l'hypothalamus. C'est aussi une vraie glande. Elle a produit essentiellement une hormone qui s'appelle la mélatonine pour faire dormir. Okay, ça aussi, on va en parler. On a déjà un petit peu parlé, mais on va peut-être la revoir éventuellement. OK, donc ça vous donne une idée un petit peu de comment le système endocrinien est divisé. Maintenant, si, toujours dans l'idée des généralités, donc avant de passer aux prochaines capsules qui seront plus précises, tous les tissus endocriniens, que ce soit des vraies glandes, comme j'ai parlé, ou des autres organes qui ont d'autres fonctions, mais qui ont la capacité de produire certaines hormones avec certaines cellules spécialisées, il y a juste 3 signaux qui déclenchent la production d'hormones dans votre corps. Il n'y en a pas d'autres. C'est soit une hormone, c'est soit un signal humoral que je vais expliquer ou une stimulation nerveuse. C'est les 3 seuls signaux qui ont la capacité d'activer la production d'une glande en termes d'hormones ou d'un autre tissu. Et il faut juste être capable de distinguer qu'est-ce que ça veut dire. Donc, une stimulation hormonale, ça veut simplement dire qu'une glande A, mettons, produit une hormone A qui va agir sur une glande B, qui à son tour va relâcher une hormone B. Du point de vue de la glande B, c'est sûr que glande A, c'est peut-être une autre stimulation, puis ça, c'est une autre histoire, mais du point de vue de la glande B, qu'est-ce qui déclenche la production de l'hormone B? C'est une première hormone A, mettons. S'il n'y a pas d'hormone A, B ne fait rien. Donc, la stimulation de la glande B, on dit que c'est une stimulation hormonale, parce que c'est une hormone, l'hormone A ici, qui va permettre l'activation de la glande B et le relâchement de l'hormone B. Donc, l'hormone B, elle, quand elle est relâchée, c'est sous l'action de l'hormone A. Donc, la glande B est stimulée par la glande A. Fait qu'il y a des chaînes comme ça, souvent qui impliquent 3 glandes. Glande A agit sur B, B agit sur C via leurs hormones respectives. Et l'effet final, c'est la dernière, mettons la glande C, qui va avoir l'hormone finale qui aura un impact sur le corps, alors que les 2 autres hormones sont là simplement pour activer une glande quelconque. Donc, une stimulation hormonale veut juste dire que la glande réagit à une hormone spécifique pour être active. Tu as une stimulation nerveuse aussi, c'est encore plus simple, c'est que la glande ici, mettons la glande A qui relâche l'hormone A, tout simplement, ben, qu'est-ce qui va la stimuler? C'est un influx nerveux en provenance d'un neurone quelconque. Donc, un influx nerveux qui est un neurone moteur, exemple, qui est branché, connecté sur la glande A, bien, quand il fait un influx nerveux, la glande A se contracte et elle relâche l'hormone. Donc, c'est une stimulation nerveuse. Fait qu'autrement dit, pour certaines glandes, pour qu'elles relâchent leur hormone, c'est une stimulation d'une autre hormone au préalable ou parfois c'est un influx nerveux. Ça va varier selon la situation, selon l'hormone ou la glande. Donc ça, c'était facile. Vous pouviez déjà déduire la définition juste avec le terme. Ce qui est plus compliqué parfois pour vous autres, c'est l'humoral. Humeur, donc anciennement, à une certaine époque médiévale, exemple, l'humeur référait au liquide du corps, au sang, entre autres. Donc, humeur, dites-vous que c'est généralement humoral, humeur, c'est le contenu dans le sang. Donc, dans ce cas-ci, c'est le 3e signal possible pour déclencher la production d'une hormone. Et c'est la variation de substances chimiques, ça peut être des nutriments, des ions ou autres, dans le sang qui déclenche une production d'une hormone. Donc, par exemple, il y a certains nutriments comme le glucose qui augmente ou qui baisse. Il y a certains ions qu'on a déjà étudiés en classe, sodium, peu importe, qui augmentent ou qui baissent, qui peut déclencher la production d'une hormone. Donc là, ici, on va dire que c'est un signal humoral. Ça veut dire que la variation de la concentration d'une molécule chimique donnée dans le sang, à la hausse ou à la baisse, déclenche la production d'une hormone. Et l'hormone est spécifique. Fait que ce n'est pas une hormone qui contrôle la glycémie. Il y a généralement 2 hormones qui vont contrôler la glycémie ou une autre substance chimique. Une qui va augmenter la concentration, l'autre qui va la baisser. Donc, une hormone a toujours le même effet. J'augmente la glycémie. L'autre hormone va la diminuer. Donc, selon ce que tu veux faire, tu utilises une ou l'autre. Donc, on a souvent des hormones comme ça à action
complètement opposés. Et dépendamment du problème, ben, est-ce que j'en ai trop dans le sang de mon nutriment? Oui, ben, je fais une hormone X, puis j'en ai pas assez, je fais l'hormone Y. Okay? Mais dans les deux cas, ils ont un point commun, même s'ils ont des effets opposés. C'est une stimulation humorale. Donc, c'est pas une hormone, c'est pas un influx nerveux, c'est une quantité, une concentration de substances chimiques qui va impliquer la production de l'hormone. Les dessins ici que je vous présente sur les deux diapos ont l'air très complexes. Ben, ils ne sont pas. C'est simplement pour vous définir le mot hormonal, nerveux et endocrinien. Un jour, en temps et lieu, on va les voir en détail. La prochaine capsule, on va parler du pancréas. Dans 2 capsules, on parlera plus ici de la voie en bleu, ici avec TSH et tout ça. Puis la dernière capsule de la session, on va parler de la voie nerveuse ici. Donc, pour l'instant, moi, ça ne m'intéresse pas que vous connaissiez en détail ce qui est écrit en rouge ici, glucose, insuline, TSH, TRH, ça n'a pas d'importance. C'est dans les prochaines capsules qu'on va étudier ces détails-là. Pour l'instant, ce qu'on veut, c'est que si déjà mes explications sont claires de la dernière diapo, tu sautes ça, tu n'as pas besoin de m'écouter, hein, je te permets d'aller plus loin. Si ce n'était pas clair, ben, je te répète la même chose avec une image. Hormonale, ben, l'hormone de la glande thyroïde, l'hormone thyroïdienne ici, peut être relâchée dans le sang avec un impact final sur le corps seulement s'il y a une hormone au préalable qui a été relâchée. Et en fait, il y a 2 hormones au préalable. Là, c'est pas retenir le détail, mais l'hypothalamus relâche du TRH qui stimule l'hypophyse, qui va relâcher la TSH, qui stimule la thyroïde, qui va faire l'hormone thyroïdienne. Ça, c'est l'hormone finale avec un effet. Je dis que c'est une stimulation hormonale parce que j'ai besoin de l'hormone au préalable, TSH, exemple, qui stimule la thyroïde. S'il n'y a pas d'hormone ici, il n'y a pas d'hormone thyroïdienne. Alors, c'est une stimulation d'une hormone qui enclenche la production de l'hormone finale. Donc, c'est une stimulation hormonale. Quand on disait humorale, ben, le pancréas peut réagir à la glycémie en émettant 2 hormones, insuline ou glucagon, verra leurs effets, mais c'est la concentration de glucose ici qui déclenche. Si vous avez trop de glucose sanguin, le pancréas réagit en faisant de l'insuline. Vous en manquez, on verra plus tard que c'est du glucagon. Mais pour l'instant, humoral veut simplement dire que quantité trop élevée ou trop faible d'une molécule chimique, d'un nutriment, d'un ion dans le sang. Dans ce cas-ci, on donne l'exemple du glucose, mais il y a bien d'autres molécules, d'autres types de molécules qui peuvent avoir cet impact sur d'autres situations, d'autres glandes, d'autres hormones. Mais en bout de ligne, on dit que c'est humoral simplement parce que c'est une molécule chimique dans le sang qui déclenche la réaction de la glande. Puis évidemment, voie nerveuse, j'ai un neurone ici moteur qui fait partie du système nerveux autonome. Sympathique, là, mais c'est pas important pour aujourd'hui, mais je sors de la moelle épinière, racine ventrale, ce que vous connaissez, et peu importe, je viens stimuler la glande ici, la glande surrénale. Donc, exemple, dans une situation de stress, il y a un effet nerveux très rapide qui vient stimuler une région de la glande surrénale qui va émettre de l'hormone qui s'appelle l'adrénaline. Okay? Donc, l'adrénaline, la noradrénaline, c'est plutôt le neurotransmetteur, mais l'adrénaline, c'est une hormone, comme vous le savez bien, produite en situation de stress. Mais qu'est-ce qui déclenche la production de l'adrénaline? C'est un influx nerveux. Donc, c'est une réponse très rapide. C'est une réponse d'adaptation parce que s'il y a un stress qui vous menace, qui est problématique, très rapidement, un influx nerveux, fraction de seconde, stimule la glande surrénale, produit de l'adrénaline et on a déjà un effet avec l'hormone rapidement. Donc là, c'est une stimulation nerveuse, évidemment, qui amène la production d'hormones. OK, ici, extrêmement important, parce que ça va m'amener à vous expliquer des mécanismes généraux au point de vue moléculaire des différentes hormones et de leurs effets principaux. Donc, évidemment, chaque hormone a un effet typique. L'insuline, l'adrénaline ont des effets différents, hormones thyroïdiennes, mais en gros, le mécanisme d'action qui nous amène à leur effet spécifique et peut être similaire ou différent dépendamment à quelle famille d'hormones on appartient. Les 2 plus importantes à savoir, c'est ce que je pointe avec les flèches. Tu as des hormones dites stéroïdiennes, donc à base de lipides. On a déjà vu ça, les stéroïdes, hein? C'est fait à partir de cholestérol. Et les hormones peptidiques, peptine, ça réfère à protéines, donc sont faites d'acides aminés. Si vous en souvenez, depuis le début de la session, on parlait de ce terme-là, hein, en début de session. C'est les 2 que je vais beaucoup parler. C'est les 2 familles d'hormones qui vont être étudiées en termes de mécanismes. Celle du centre est un petit peu moins importante. Pour moi, les amines biogènes, c'est une classe d'hormones qui ne sont pas importantes dans le corps, mais ils font partie de l'ordre d'exception. Ils ont une structure très particulière dérivée d'une amine, qu'on reconnaît un peu la formule ici, mais qui n'est pas à retenir. Exemple, les hormones thyroïdiennes, l'adrénaline qui est ici, les hormones de la thyroïde, la mélatonine qui vous endort, sont dérivées du même groupe amine,
Puis, il se comporte de façon un peu particulière. L'adrénaline se comporte un petit peu comme une hormone peptidique. La thyroïdienne, exceptionnellement, se comporte un peu comme une hormone stéroïdienne. Donc, ils sont un peu exceptionnels, sont un peu bizarres, et c'est de l'ordre de l'exception. Évidemment, les hormones thyroïdiennes extrêmement importantes, gros impact métabolique, l'adrénaline au stress, mélatonine vous endormir. Donc, je ne veux pas que vous sous-estimiez l'impact de ces hormones-là, mais jamais je vais vous demander le mécanisme de ces hormones-là. Ça varie beaucoup d'une hormone à l'autre, et on est dans l'ordre de l'exception. Alors que moi, je vais vous expliquer ce qui est vrai pour 95% des cas. C'est suffisant pour le soin infirmier. Vous allez pouvoir vous dépanner avec la plupart des autres hormones que vous allez étudier. Donc, première des choses, les hormones stéroïdiennes, il faut se souvenir que c'est des lipides. Hein, c'est du cholestérol. Donc, déjà, ça change tout. Donc, toutes les hormones qui sont listées en vert ici, c'est des hormones qui ont ça en commun, se comportent comme des lipides. Alors que si je m'en viens à côté ici, c'est des hormones faites à partir de protéines. Et généralement, ces hormones-là, qui sont en orangé ici, vont se comporter à peu près de la même manière. Donc, ils vont avoir le même mécanisme d'action. Et avant d'aller là-dedans, on va juste réfléchir un petit peu. Et si vous vous souvenez du début de la session, vous allez commencer à faire des liens avec la partie de la session qui était plus plate, là, que je parlais d'hydrosoluble, liposoluble, puis tous ces éléments de base, là, catabolisme, anabolisme. Ben, là, on va commencer à appliquer ça un petit peu. Là, puis dans la prochaine session, encore plus. Là. Donc, c'est là que ça va commencer à payer. Avant de vous expliquer ça, puis vous poser une petite question, je vous demande, il y en a plein d'hormones stéroïdiennes. Je ne vous demande pas de tous les savoir par cœur, mais celles qui sont en vert, je veux que vous le sachiez. Les hormones qu'on va étudier. Calcitriol, c'est la vitamine D active. Vous allez parler plus en bio 3 prochaine session. Fait que c'est moins grave, là. Mais au moins cortisol qu'on va voir. Les hormones sexuelles, vous allez le voir à la prochaine session, mais on entend parler tout le temps. Donc ça, je veux que vous sachiez que si vous voyez un ou l'autre de ces mots-là, cortisol, testostérone ou oestrogène, que c'est par cœur, vous savez que c'est des hormones stéroïdiennes. Et quand je vais vous expliquer tantôt comment ça fonctionne une hormone stéroïdienne, ben vous savez que cortisol, testostérone et oestrogène vont fonctionner de la même manière, c'est le même mécanisme. Je vous demande également de savoir par cœur que l'insuline, glucagon, qu'on va parler pas mal en détail, TSH, qu'on va parler aussi au niveau de l'adénohypophyse, on verra ça plus tard, mais c'est des hormones dites peptidiques, donc qui se comportent comme des protéines. FSH, vous verrez ça plus au niveau du système reproducteur, donc j'en parle pas trop dans le premier cours. Maintenant, ça veut dire que tous les mécanismes d'action associés à l'insuline, glucagon, TSH, c'est sûr qu'ils ont des effets biologiques complètement différents, mais le mécanisme d'action est identique. C'est l'effet final qui va être différent. Donc, ces hormones-là ne fonctionnent pas du tout de la même manière que les hormones stéroïdiennes. Donc, ça, c'est la première chose qu'il faut savoir. Et bientôt, je vais vous parler justement des différences, du point de vue moléculaire, entre les hormones de type lipidique versus protéique. Puis avant de vous expliquer ça, je vais vous faire réfléchir un petit peu et vous allez voir immédiatement en quoi il va y avoir des différences, simplement répondant à ma question. Donc, question suivante. Si je prends les hormones stéroïdiennes, on reconnaît ici le squelette de cholestérol, donc ça va, vous avez déjà vu ça en début de session, c'est un lipide. Là, je pose la question, en fait, je vais aller au tableau blanc, ça va être plus simple. Donc, si je prends les hormones stéroïdiennes à base de lipides, déjà, même si vous ne connaissez pas le mécanisme d'action, vous pouvez déjà savoir deux choses. Si je te dessine un vaisseau sanguin ici, donc vous savez que les hormones maintenant circulent en circulation sanguine, et je vous dis de quoi c'est composé du sang. Là, vous allez me dire, ouais, il y a des globules rouges, des globules blancs, des plaquettes, parfait, donc des cellules, on appelle ça des éléments figurés du sang, parfait. Il y a une partie plasma, ça c'est la partie liquide du sang, qui est en fait de l'eau à 90%. Là. Donc le plasma sanguin, c'est de l'eau. Donc, techniquement, nos hormones, que je fais sous forme de X ici, peu importe, devront circuler, qu'elles soient stéroïdiennes ou peptidiques. Toute hormone est déversée dans le sang par la glande endocrine, comme on a vu. Ça, c'est une chose. Et là, on sait qu'éventuellement, l'hormone va quitter les vaisseaux sanguins pour aller agir sur des cellules cibles. J'ai d'autres cellules à côté qui ne sont pas stimulées. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les bons récepteurs, mais pour l'hormone X, ici, il n'y a pas d'effet, mais la cellule cible, elle a le bon récepteur à la surface qui va reconnaître l'hormone sous forme de X ici. Là, je pose la question. En fait, peut agir sur le récepteur, puis peut aussi entrer dans la cellule. Fait que le récepteur est parfois à la surface ou à l'intérieur, on va voir ça tantôt. Pour l'instant,
pas trop important. Mes deux questions, les voici. Et en fait, avant de poser mes questions, je veux juste que vous rappeliez. Donc, il y a de l'eau dans le vaisseau sanguin, sous forme de plasma. Puis là, la membrane ici, c'est faite de quoi? La membrane cellulaire, c'est une double couche de quoi? Si vous vous souvenez du début de la session, ben, vous me diriez, si vous vous souvenez, que c'est des phospholipides. Donc, une double couche de phospholipides, c'est quoi des lipides? C'est quoi des phospholipides? C'est des lipides, c'est des graisses. OK. Maintenant, si je vous dis les hormones stéroïdiennes, OK, c'est des graisses aussi, c'est une autre sorte de graisse, mais c'est des graisses aussi. Alors, pour les hormones que je vous ai nommées tantôt, par exemple, les hormones sexuelles, testostérone, oestrogène, peu importe, celles qu'on a vues tantôt, c'est tous des hormones stéroïdiennes qui ont chacun leur fonction, mais en gros, ils sont déversés en circulation sanguine. Première question, est-ce que vous pensez que ces hormones-là vont bien se dissoudre dans le plasma sanguin? La réponse est non. De l'huile puis de l'eau, ça ne se mêle pas. Donc, des molécules lipidiques qui sont liposolubles, qui aiment les graisses, n'aiment pas l'eau. Hein? Ce ne sont pas des molécules hydrosolubles. Donc, ici, on va avoir un problème déjà. Ces hormones-là ne se déplacent pas dans le sang parce que ça se mélange très mal avec l'eau du plasma sanguin. Donc, déjà là, dans les mécanismes d'action, au niveau des hormones stéroïdiennes, ça va déjà être une grosse différence par rapport avec les hormones protéiques. Ça va me prendre un mécanisme de transport particulier pour justement faciliter leur déplacement. Puis mettons qu'on règle ce problème-là, une fois que l'hormone stéroïdienne est libérée ici, est-ce qu'elle va pouvoir rentrer dans la cellule ou non? Ça, c'est ma deuxième question. La réponse est oui. Pourquoi? Pourquoi l'hormone ici peut passer à travers la membrane et agir directement à l'intérieur? Parce que la membrane, c'est des phospholipides, c'est des lipides. Est-ce que les lipides se mélangent bien avec les lipides? Bien sûr, les hormones stéroïdiennes qui sont lipidiques, donc liposolubles, on aime les graisses, va bien se dissoudre avec la nature de la membrane cellulaire qui est aussi des lipides. Donc, lipide à lipide, graisse à graisse, ça se mêle bien. Donc, facilement, on passe à travers la membrane. Pas besoin de mécanisme de transport, pas besoin de rien, ça passe direct. Donc, ça aussi, ça va affecter, vous allez voir tantôt, le mécanisme d'action. Et tout ce que je viens de dire là va être vrai pour toutes les hormones stéroïdiennes, cortisol et les deux hormones sexuelles que je vous ai demandé de retenir. Vous allez, au cours de votre deck, apprendre d'autres hormones stéroïdiennes. Donc, peu importe ce que vous allez apprendre, dites-vous qu'ils vont fonctionner de la même manière. Vous allez donner des médicaments qui sont souvent des analogues artificiels du cortisol ou, ou des gens, des fois, qui prennent des stéroïdes anabolisants, qui est en fait une drogue pour grossir les muscles et tout, mais qui est en fait de la testostérone artificielle. Hein? C'est une hormone ça ressemble beaucoup en termes de structure à l'hormone sexuelle mâle, mais modifiée un peu. Mais la façon que ces médicaments-là, drogues-là, peuvent fonctionner va être similaire aux hormones stéroïdiennes. Donc, ce que j'ai dit pour ces trois hormones-là est vrai pour tous les autres hormones stéroïdiennes ou tout médicament qui se comporte comme ou qui sont des analogues de... Donc, difficulté à les déplacer dans le sang, mais facilité à entrer dans les tissus. Okay? Ce qui peut amener des problèmes ou pas, dépendamment de la situation. Et là, je vous repose les mêmes questions. Je vais plus rapidement, mais je pense que vous avez compris l'astuce, avec les hormones protéiques comme l'insuline, le glucagon, exemple. Donc, dans ce cas-ci, je vous repose la même question. Le vaisseau sanguin, j'ai une glande qui va émettre une hormone X dans le sang. Si c'est une hormone peptidique faite à partir de protéines, dans ce cas-ci, on vous disait qu'elles sont hydrosolubles. Donc, elles aiment bien l'eau. C'est tout l'inverse de tantôt. Donc, évidemment, puis ici, je vais redessiner mes cellules cibles sur lesquelles on veut réagir. Donc, évidemment, ma première question, est-ce que ces hormones-là vont bien se déplacer dans le sang? La première question, c'est oui. Pourquoi? Ben parce que le plasma sanguin est fait d'eau, c'est des hormones protéiques, peptidiques, généralement, elles aiment bien l'eau, sont hydrosolubles, ils vont bien se mêler, vont bien se solubiliser dans l'eau, se déplacent très facilement en circulation sanguine. Donc, le mécanisme de transport, ça va être complètement différent, c'est trop facile. Quand il va sortir l'hormone, que ce soit l'insuline, le glucagon, peu importe, pour aller agir sur des cellules, est-ce qu'on peut entrer à l'intérieur de la cellule comme tantôt? Deuxième question. La réponse, elle est non. Pourquoi? Parce que là, ici, c'est juste impossible, parce que la membrane de phospholipides, c'est des lipides,
c'est de la graisse. Et donc, on aime l'eau, mais on n'aime pas la graisse. Ça veut dire que cette hormone-là ne peut pas entrer, elle reste coincée, elle va rebondir, si vous voulez. Elle reste coincée à l'extérieur. Et en fait, ça change complètement l'astuce parce que l'hormone va attacher un récepteur à la surface, mais jamais va entrer. Ça veut dire que quand vous me dites à l'examen, l'insuline entre à l'intérieur de la cellule, c'est zéro, c'est pas vrai. L'insuline, c'est une hormone hydrosoluble, c'est pour ça que je la fais apprendre par cœur, parce qu'on va beaucoup l'étudier. Puis là, des fois, vous commencez à les mélanger. Mais le mécanisme d'action de l'insuline, on le verra tantôt, mais l'idée, c'est qu'elle va rester toujours à l'extérieur. Jamais on va pouvoir entrer à l'intérieur. Donc, les effets vont être au niveau du récepteur extérieur. Après, on verra qu'il y a d'autres événements, mais l'hormone en soi reste à l'extérieur. Alors que tantôt, avec les hormones sexuelles ou stéroïdiennes, là, on pouvait entrer à l'intérieur, ce qui va complètement changer le mécanisme d'action. Donc, juste avec ce que je viens de vous dire, ça va devenir beaucoup plus simple. Déjà, vous avez deux éléments très importants sur les différences en termes de mécanisme d'action et vous allez pouvoir justement bien distinguer les deux dans 2 secondes. Tout ce que je viens de dire est résumé ici. Donc, liposoluble, exemple les hormones stéroïdiennes, qu'on voit bien ici à base de cholestérol, versus les hormones peptidiques, ici, ou protéiques, qui sont hydrosolubles. OK, exemple insuline, glucagon. Donc, ce que je vous ai fait au tableau blanc, ben c'est un petit rappel ici. Là, je ne reviens pas là-dessus, donc je viens de le dire, tout simplement. Alors, c'est un rappel de mes petits dessins que je viens de faire. Et là, ce qui m'intéresse beaucoup plus, c'est d'apprendre justement les différents mécanismes d'action en termes d'hormones liposolubles ou non. Cette diapo, dans un premier temps, vous explique le mode d'action général des hormones liposolubles. Donc, exemple, les hormones stéroïdiennes, c'est-à-dire les hormones sexuelles comme la testostérone, l'oestrogène ou le cortisol. Okay? Donc, les hormones stéroïdiennes ou les 3 exemples que je vous ai demandé d'apprendre. Ce qui est écrit dans le texte, je vais le faire un peu plus différemment. Il peut y avoir un peu plus de détails ou moins selon les étapes. Ce qui est vraiment important pour moi, pour l'examen, vous devez être capable de répéter l'ensemble de ce que je vais dire. Dans vos mots, évidemment, ce n'est pas nécessairement par cœur, mais je veux que vous soyez capable de me dire, une hormone stéroïdienne, je pose la question à l'examen, écrivez-moi comment on fait, comment ça fonctionne, hein, le mécanisme d'action à partir de sa production jusqu'à son effet sur la cellule cible, comment on fonctionne avec tout ça. Donc, je vais revoir les principales étapes et ce que je dis, si c'est clair, vous êtes capable de vous en souvenir, de me réécrire ça dans vos mots, mais on est correct. C'est un mécanisme général pour tous les hormones stéroïdiennes. Donc, vous allez me dire, la testostérone, puis le cortisol, puis l'oestrogène ne font pas du tout la même affaire. C'est vrai que l'effet final est très différent, mais toutes les étapes générales que je décris présentement, ils font tous ça, les hormones. C'est l'effet final qui va différer. Et il faut faire attention parce que les hormones peptidiques, protéiques, qui sont hydrosolubles, qui aiment l'eau, ne fonctionnent pas du tout de la même manière. Donc, il ne faut pas mélanger les deux, évidemment. Donc, on va commencer. Première étape, l'hormone liposoluble. Ce que je veux vous faire réaliser, donc ces hormones stéroïdiennes, une fois qu'elles sont en circulation sanguine, on est obligé d'avoir un transporteur. Donc, ça, c'est la première étape. Il y a une protéine de transport qui s'attache à l'hormone liposoluble ou à l'hormone stéroïdienne. Cette étape-là, je viens de l'encercler à l'écran. Donc, ce qui est en orangé ici, c'est l'hormone qui vient d'être produite. Ça va en circulation sanguine, mais comme c'est un lipide, elle ne circule pas au niveau du sang. C'est très difficile parce que c'est de l'eau, c'est liposoluble, ça ne se mélange pas à l'eau. Donc, j'ai besoin d'avoir une protéine de transport qui vient s'attacher et c'est le complexe protéine de transport hormone qui se déplace en circulation sanguine. OK? Et si je n'ai pas de protéine de transport, l'hormone ne bouge pas ou très peu, il n'y aura pas d'effet de l'hormone. C'est comme une remorque. Hein? On va remorquer l'hormone pour l'aider à se déplacer en circulation sanguine. On le voit ici. Donc, ce complexe-là, protéine de transport hormone, on se déplace en circulation sanguine. À différents points de la circulation sanguine, l'hormone va sortir des vaisseaux sanguins. Et ce qu'on voit ici à la droite, c'est la cellule cible. Donc, étape 1, protéine de transport s'attache à l'hormone, on se déplace en circulation sanguine. Ensuite, l'étape suivante, vous allez noter que l'hormone se détache de la protéine de transport et passe directement à travers la membrane cellulaire, la membrane de la cellule cible, et entre à l'intérieur de la cellule. On se retrouve dans le cytoplasme. Donc ça, c'est le deuxième élément.
Pourquoi c'est possible? Parce que l'hormone liposoluble se dissout dans les graisses, dans les lipides de la membrane cellulaire, donc c'est possible, ce qu'on ne pourra pas faire avec les autres sortes d'hormones. L'étape suivante, l'étape 3, qu'est-ce qui arrive? Bien là, l'hormone, une fois qu'elle est dans le cytoplasme, elle s'attache à un récepteur spécifique. Là, ils ne l'ont pas écrit dans le livre, mais vous le rajoutez. Donc, l'étape suivante, une fois à l'intérieur de la cellule, l'hormone s'attache à un récepteur spécifique. Pourquoi spécifique? Bien, il y a juste un récepteur, une sorte de récepteur qui peut s'attacher à cette hormone-là. Donc, la cellule peut avoir plein de récepteurs différents. Un pour l'hormone A, l'autre pour l'hormone B, l'autre pour l'hormone C. Bien, il y a juste un, mettons, c'est l'hormone A, ici, bien, il y a juste un récepteur, les récepteurs A, qui peuvent s'attacher. Donc, c'est spécifique. Donc, l'étape 3, une fois à l'intérieur, l'hormone s'attache à son récepteur spécifique. Ça fait un complexe. Un complexe, c'est plusieurs molécules attachées ensemble. Donc, c'est un complexe hormone-récepteur. Alors, l'étape suivante, la 4, qu'est-ce qui va se passer? Le complexe hormone-récepteur se déplace vers le noyau de la cellule. Ça, je veux que vous le notiez. Donc, le complexe hormone-récepteur, une fois qu'ils sont attachés, une fois que l'hormone est attachée à son récepteur spécifique, les deux ensemble se déplacent vers le noyau. Je pose la question, qu'est-ce qu'il y a dans le noyau? Beaucoup de choses, mais entre autres l'ADN. Donc, ça va être ça le gros du mécanisme d'action, c'est que le complexe hormone-récepteur a la capacité de s'attacher à un gène spécifique. En tout cas, à plusieurs gènes, tant qu'ils ont un élément dans le début du gène qu'on appelle le promoteur qui permet de reconnaître le complexe. Donc, ce que vous allez noter maintenant, c'est qu'une fois dans le noyau, le complexe, le complexe hormone-récepteur s'attache à un gène et active le gène. C'est ce qu'on voit ici. L'ADN, là, c'est pas toute l'ADN qui est activé. C'est un gène spécifique au complexe ici. Donc, le complexe hormone-récepteur s'attache à un gène et active le gène. Ça, c'est important de comprendre. Si vous vous souvenez, je vous pose la question au début de session, un gène, c'est quoi? Bien, vous me diriez que c'est une petite section d'ADN qui sert de recette pour une protéine. Donc, c'est l'information qu'on code pour une protéine. Fait que si j'active le gène ici, c'est la recette pour une protéine A. J'active le gène d'à côté, protéine B. Peu importe. Et là, ce que vous allez noter, maintenant, l'étape, je ne sais plus à quel numéro je suis rendu, mais l'étape suivante, là, une des dernières étapes, en fait, une fois que le gène est activé, on active la production de la protéine. C'est la synthèse des protéines, en fait. On active la production de la protéine. Je ne veux pas que vous connaissiez les étapes de production de l'ARN messager, ribosome, tout ça. Vous avez déjà vu ça un petit peu. Vous ferez ça plus en détail en Bio 3. Mais pour l'instant, tout ce que vous savez, on active un gène, puis aussitôt qu'il est activé, bien, on active la production de la protéine. Donc, il se passe plein de choses, mais en bout de ligne, dans la cellule, on augmente la synthèse de la protéine ou la production d'une protéine donnée. Pas toutes les protéines. Des protéines qui vont être associées au gène. Et l'effet biologique final, et ça, c'est pas dit peut-être clairement, mais quand on dit qu'il y a une production d'une nouvelle protéine, c'est elle qui est responsable de l'effet de l'hormone. Donc, la nouvelle protéine qui est produite est responsable de l'effet biologique de l'hormone. Il peut avoir plusieurs effets. La testostérone ou l'estrogène provoque beaucoup d'effets différents. C'est parce qu'on active plusieurs gènes différents, puis on produit plusieurs protéines pour chacun de ces gènes-là qui ont des effets X ou Y. Je vais résumer dans 2 secondes. Je vais reprendre ça rapidement, voir si vous avez bien compris. Donc là, vous avez eu le temps de prendre ça en note, ou peut vous reculer la petite vidéo. Puis là, une fois que tout est clair, quand je vais résumer dans 2 secondes, je veux que vous écoutiez seulement, juste pour que ça soit clair, puis ça commence à rentrer un peu. Mais avant de revenir là-dessus, j'attire votre attention sur 2 choses pour l'examen. Donc, il faut être capable de m'expliquer ces étapes-là, mais souvent, il faut faire le lien avec d'autres éléments. Donc, je vous demande, OK, testostérone, expliquez-moi le mécanisme général de testostérone. Et là, vous paniquez, vous dites, mais il n'a jamais parlé de ça, c'est un fou, ça n'a pas de sens, mais vous le savez. Je vous ai dit tantôt que la testostérone, vous deviez savoir par cœur, comme le cortisol, l'estrogène, que c'est des hormones stéroïdiennes. Donc, vous savez que c'est des hormones liposolubles, et maintenant que vous vous souvenez de ça, bien là, vous êtes capable de me dire, bien, les liposolubles fonctionnent avec les mécanismes que je viens de voir. OK? Et l'autre chose
que je veux que vous soyez capable de comprendre, c'est pas écrit dans le livre ou dans les notes, mais tantôt, quand on fait les hormones protéiques, ils ne peuvent pas passer la cellule, j'ai dit déjà. Hein? Donc, le mécanisme d'action est complètement différent. Ici, les hormones liposolubles, c'est des hormones qui sont puissantes. Là. On peut modifier l'activité génétique. On va modifier l'ADN d'une cellule. Les hormones sexuelles entrent dans les cellules et vont activer des gènes. Et c'est la production des protéines, de nouvelles protéines en quantité importante associées à ces gènes-là qui aura un effet X ou Y. Les hormones peptidiques ne fonctionnent pas au niveau de la génétique. On n'active pas des gènes. En tout cas, généralement, c'est pas comme ça qu'on fonctionne. On travaille plus au niveau métabolique, au niveau des enzymes. Donc ça, c'est une autre histoire. Alors, vous faire réaliser comme ça que les hormones lipidiques ou liposolubles ou stéroïdiennes, en bout de ligne, peu importe leur effet respectif, ils ont tous un point commun. On va attaquer l'ADN, on va stimuler, jouer au niveau de l'ADN. Et là, la question, bon, si vous avez bien compris, il y a une question qui me vient en tête, ou une partie de par cœur avec les étapes, mais ça se réfléchit un petit peu. Et là, vous allez m'expliquer. Bien, mettons, je fais de la testostérone ou de l'estrogène ici, donc les hormones sexuelles. Puis là, j'ai plein de cellules ici. La première question, est-ce que cette hormone-là, je fais sur le carré, exemple, va passer à travers toutes les cellules du corps ou va entrer juste dans la cellule, mettons, je marque cellule A, B, C. On a quitté le vaisseau sanguin, je suis ici. Est-ce que cette hormone-là va entrer dans A, B, C ou mettons que ma cellule B, c'est la cellule C, va rentrer juste dans B? Vous êtes capable de répondre à ça si vous avez bien compris la capsule au préalable. Et là, souvent, vous avez bien compris, vous avez tendance à dire, ben non, on va aller juste dans B. Et c'est faux. L'effet va être sur B, mais A puis C vont recevoir la testostérone. Parce que c'est une hormone lipidique. Donc, elle est capable de passer la membrane cellulaire ici, capable ici et capable dans la dernière cellule. Donc, elle rentre dans toutes les cellules. Pourquoi elle ne passe pas à travers ici? C'est les mêmes phospholipides. Donc, il n'y a pas d'action spécifique au niveau de la membrane. Donc, elle rentre partout. Et pourtant, l'hormone, une fois qu'elle est à l'intérieur, exemple ici dans la cellule A, B ou C, je vous dis qu'elle a un effet juste sur B. Pourquoi? Ben, parce que le récepteur à la testostérone est présent juste dans B. Donc, l'interaction spécifique se fait à l'intérieur de la cellule. Dans A, ben, elle va ressortir de l'autre côté pour trouver son chemin, elle va ressortir ici ou sera dégradée à l'intérieur de la cellule ou peu importe, mais elle n'aura pas d'effet dans A ou dans B. Donc, les hormones lipidiques ou stéroïdiennes ont ce pouvoir d'entrer dans toutes les cellules de votre corps parce qu'on est liposoluble, mais on va agir seulement sur la cellule qui a le bon récepteur dans le cytoplasme. Donc ça, il faut bien le réaliser. Je l'ai dit de différentes manières, mais des fois, on dirait qu'on ne réalise pas aussi clairement. Donc c'est pour ça que j'ai pris 2 secondes pour vous le dire. Finalement, pour terminer cette partie-là, là, sur le transport et le mécanisme d'action des hormones liposolubles, je répète exactement ce que je viens de dire. Mais là, vous écrivez pas, faites juste m'écouter. Je le fais en résumé très rapide avec moins de détails, juste pour être sûr que ça soit bien clair. OK? Et si ce que je dis est clair, ben, déjà, ça va vous aider dans votre étude. Donc, pour les hormones stéroïdiennes, donc qui aiment les graisses, ce qu'on va voir ici, très simple, production de l'hormone qui est déversée dans le sang comme toute hormone. Maintenant, comme c'est une hormone liposoluble, l'hormone s'attache à sa protéine de transport, ici, se déplace en circulation sanguine. Ensuite, on libère, l'hormone se détache de sa protéine de transport, quitte les vaisseaux sanguins pour entrer à l'intérieur d'une cellule. Donc, on passe directement à travers la membrane cellulaire. L'hormone s'attache à son récepteur spécifique et le complexe hormone-récepteur est déplacé dans le noyau de la cellule cible. Le complexe hormone-récepteur s'attache à un gène, active ce gène, ce qui permet d'augmenter la production de la protéine associée au gène. Donc, on augmente la synthèse de protéines. On produit beaucoup de nouvelles protéines et c'est ces protéines-là qui auront un effet biologique X ou Y, dépendamment de l'hormone. Donc, c'est évidemment un mécanisme d'action général, mais tous les hormones liposolubles possèdent ces mêmes étapes. La seule différence, c'est que la testostérone va produire un certain nombre de protéines et le cortisol, exemple, va produire d'autres protéines avec d'autres effets. Donc, c'est la sorte de protéine à la fin qui va varier et qui va expliquer les différences d'effets final. Mais toutes les étapes précédentes que je viens de nommer, bien évidemment, dans ce cas-là, c'est les mêmes étapes, tout simplement. Maintenant,
Je change de sujet un petit peu. On passe au niveau des hormones hydrosolubles, donc que je pointe présentement. Alors, je fais le même exercice que j'ai fait précédemment, mais là, il faut faire attention, c'est des hormones peptidiques, protéiques, donc faites en acides aminés. C'est un peu, en fait, c'est pas mal résumé ici, mais je vais peut-être ajouter un détail ou deux. Donc, on va refaire le même exercice, et évidemment, il ne faut pas mêler les deux, hein, c'est bien séparé. Bon, l'histoire commence de la même manière. On produit une hormone qui est déversée dans le sang, mais ici, comme c'est des hormones peptidiques qui aiment l'eau, qui sont hydrosolubles, ça se déplace facilement, je n'ai pas besoin de transporteur. Donc, la première des choses ici, il y aurait comme une étape 0 qu'on n'a pas écrit, là, mais je veux que vous l'ajoutiez. Donc, l'étape 0, la première étape, si vous voulez, les hormones hydrosolubles ou peptidiques sont déversées dans le sang et se déplacent facilement en circulation sanguine. Donc, on comprend qu'on n'a pas besoin de protéines de transport ici. C'est implicite. Donc, se déplace facilement en circulation sanguine, entre parenthèses, pas besoin de transport ou de protéines de transport. Ensuite, même chose, on sort de la circulation sanguine et là, ce qu'il faut noter, c'est impossible d'entrer à l'intérieur de la cellule. Donc ici, au point 1, on ne le dit pas, on prend pour acquis que vous le savez, mais c'est peut-être pas clair, je l'ai dit à plusieurs reprises, là, donc vous pouvez l'ajouter si ce n'est pas encore clair, il n'y a pas de problème. La membrane de la cellule ici, donc, constitue, c'est la cellule cible. Le bleu, c'est l'intérieur, le cytoplasme. Ici, on est à l'extérieur de la cellule, donc le liquide interstitiel. L'hormone sous forme de triangle vert. Donc, ça pourrait être de l'insuline, du glucagon, exemple, qui sont des hormones hydrosolubles. Qu'est-ce qui va arriver? C'est impossible de passer à travers la membrane. C'est ça qui manque peut-être, qui n'est pas clair, là. Donc, une fois qu'on quitte le vaisseau sanguin, l'hormone ne peut pas entrer dans la cellule cible, contrairement à tantôt. Simplement parce qu'elle est bloquée par les graisses. Donc, ce qui va arriver, c'est qu'on va s'attacher à un récepteur à la surface de la cellule. Donc, ça, c'est important de comprendre. Comme on n'est pas capable de faire entrer la cellule dans la... Comme on n'est pas capable de faire entrer l'hormone dans la cellule cible, l'hormone va s'attacher à un récepteur spécifique. Donc, il faut que ça soit le bon récepteur. Par exemple, si l'hormone ici, c'est de l'insuline, c'est le récepteur à l'insuline. Si c'est du glucagon, ça ne marcherait pas. Ça serait une autre sorte de récepteur. Donc, ici, l'hormone s'attache à son récepteur spécifique qui est situé sur la membrane cellulaire. C'est écrit ici, là, c'est à souligner ça. C'est à l'extérieur, sur la membrane cellulaire. Donc, jamais l'hormone hydrosoluble va entrer en dedans. Ça, c'est l'étape. Ici, suite à la circulation sanguine, donc l'hormone s'attache à son récepteur à la surface de la cellule ou à l'extérieur de la cellule. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Mais une fois que l'hormone est attachée à son récepteur, ça forme un complexe et c'est comme si on va activer le récepteur. Le récepteur, là, il va changer de forme 3D et ça va permettre ce qu'on appelle le recrutement de molécules intracellulaires ou la liaison. Ça veut dire qu'il y a plein de molécules à l'intérieur ici, des protéines G, des enzymes, peu importe, qui va s'attacher au récepteur, mais pour la portion interne. Donc ça, c'est un détail que j'avais dit dans les premières semaines de cours quand on parlait des protéines membranaires, mais que vous vous souvenez peut-être pas. Les récepteurs, c'est des protéines qui traversent la membrane cellulaire. Et à l'époque, j'avais utilisé l'idée d'un arbre. L'arbre, là, il y a des branches à l'extérieur qu'on voit avec un tronc. Tu as le sol et à travers le sol, j'ai une partie du tronc qui peut s'enfoncer et faire des racines qui sont vraiment à l'intérieur du sol. Donc, c'est la même chose. La partie externe de l'arbre, c'est comme la partie extérieure du récepteur. Et les racines, c'est la partie intérieure de la cellule. Et c'est important de comprendre qu'un récepteur, il y a deux côtés comme ça. Pour tous les récepteurs que vous allez utiliser dans votre vie, il y a toujours une partie extérieure et intérieure. Donc, il y a des événements puis des processus qui se passent avec la partie, des interactions qui se passent entre le récepteur, partie externe et les autres molécules. Et tu as d'autres interactions qui peuvent se faire avec la partie intérieure, dans la partie interne. Mais les deux sont reliés. Je dois avoir un premier processus dans la partie externe qui va enclencher le processus interne. Autrement dit, si je n'ai pas d'hormone ici, le récepteur est passif, il ne fait rien, il n'est pas activé. Donc, maintenant, je ferme la parenthèse. Si ici, je vous dis que l'hormone s'attache au récepteur, parfait, on active le récepteur, on dit que ça change la forme tridimensionnelle. C'est pas arachné, c'est trop avancé, c'est de la biomole universitaire, mais c'est une trimérisation. En fait, c'est comme s'il va prendre une forme particulière puis s'attache avec deux autres récepteurs
similaires, là, puis sont en forme de 3, mais c'est pas important. Tout ce que je veux que vous reteniez, c'est qu'on va dire ça pour que ce soit plus simple, on va dire que ça active le récepteur. Peu importe comment ça fonctionne, le récepteur devient dans sa forme active. Et une fois qu'il est activé, ça permet le recrutement de molécules internes qu'on appelle dans un premier temps une protéine G. Donc, la plupart du temps, les protéines G sont impliquées dans le mécanisme d'action des hormones hydrosolubles. En passant, ça aussi, c'est de la biomol avancée, vous n'avez pas retenu, mais les protéines G, c'est des molécules extrêmement importantes dans plein de processus génétiques, métaboliques et tout. C'est des protéines clés là, qui font beaucoup de choses, des protéines centrales, très actives dans plein de processus. Ce que vous verrez peut-être un jour si vous faites de la biomol avancée, ce qui me surprendrait, mais on ne sait jamais parfois. Donc, vous verrez ça un jour peut-être, sinon c'est tellement pas nécessaire pour mon cours. Ceci dit, je vous demande de savoir que l'étape ici, le récepteur va permettre le recrutement de protéine G comme ça une fois qu'il est activé. Et le protéine G va permettre le recrutement de molécules qu'on appelle des seconds messagers. On dit second parce que ton premier messager, en fait, c'est ici l'hormone avec la protéine G. Donc, c'est des deuxièmes molécules qui sont activées. Il y en a plein de sortes. Il y a l'AMP cyclique, le DAG, l'IP3, peu importe. Vous n'allez pas m'apprendre des exemples. C'est de la biomol avancée. Chacun a des rôles un peu différents. C'est des molécules qu'on sait qui peuvent être impliquées dans certains cancers, s'ils sont trop actifs ou bloqués ou peu importe. Ils ont beaucoup de rôles, en fait, dans la signalisation cellulaire, mais ça aussi, c'est de la biomol avancée que vous n'allez jamais étudier au cégep. Donc, c'est pas tellement pertinent pour votre job. Fait que, pas savoir le nom, ni leur fonction, n'allez pas lire là-dessus pour savoir la fonction de chaque molécule, pas important. Mais au moins que tu comprennes que la protéine G, quand elle est recrutée, va recruter d'autres sortes de molécules qu'on appelle des seconds messagers. C'est comme une grande famille de molécules qui ont différentes fonctions. Et ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'ils ont un point commun, ces molécules-là. L'AMP cyclique n'est pas impliqué dans les mêmes événements que le DAG, mais ça, c'est pas important. Mais ils ont un point commun, c'est que ces seconds messagers, peu importe lesquels, vont recruter des enzymes. Et ce que ça enclenche, en fait, c'est une réaction enzymatique, une cascade de réactions enzymatiques. Ça veut dire quoi, cascade? Ça veut dire qu'il y a une série de réactions chimiques contrôlées par plusieurs enzymes qui s'activent entre elles, mais de façon linéaire, successive. L'enzyme 1 agit sur la 2 agit sur la 3 sur la 4, pour ça qu'on dit une cascade. Et si c'est une réaction avec une cascade de 10 réactions chimiques, la 10e enzyme, la finale, va avoir une réaction finale qui va provoquer un événement X ou Y dans la cellule. C'est donc très, très différent de tantôt. Hein, on ne va pas jouer au niveau génétique, on n'active pas de protéines ici. Tout ce qu'on fait, c'est qu'on active des enzymes qui ne fonctionnaient pas pour l'instant, qui étaient en état de dormance. C'est l'activation du récepteur de la protéine G et de la cascade de réactions enzymatiques qui va enclencher des processus chimiques, mais en bout de ligne, qui va permettre un événement X ou Y dans la cellule. Et c'est là qu'on aura un effet d'hormone. Je donne un exemple, l'insuline, vous allez apprendre à tour de bras en soins infirmiers avec moi dans les prochains cours de métabolisme en Bio 3, que ça baisse la glycémie. OK? Dans le fond, il y a beaucoup de sucre à l'extérieur de la cellule et on va augmenter le transport du glucose vers l'intérieur. C'est un des effets de l'insuline. Mais techniquement, comme je disais en début de capsule, l'insuline, c'est un messager. C'est pas une molécule G. C'est pas les enzymes qui vont faire le travail, c'est un messager. Donc, l'hormone insuline, oui, baisse la glycémie, mais en bio, c'est pas vraiment ça ce qui se passe. L'insuline, comme c'est une hormone hydrosoluble, s'attache au récepteur à la surface. Le récepteur d'insuline recrute la molécule G, protéine G, active des seconds messagers qui, en bout de ligne, active une série d'enzymes, une série de réactions chimiques spécifiques à ces enzymes qui, la dernière réaction, va augmenter le transport de glucose. Donc, techniquement, va augmenter la production de réactions chimiques, de transporteurs dans la membrane qui va aller pomper le glucose de l'extérieur vers l'intérieur. Et c'est pour ça qu'on le retire de la circulation sanguine. Oui, l'insuline a déclenché ces événements-là. Et je pose la question, si j'ai un médicament ou une drogue qui bloque la protéine G, est-ce qu'on pourrait avoir un effet de l'insuline? Non. L'insuline, même si ça s'attache, si je bloque la protéine G ici, on empêche la cascade de réaction ici. Donc, en bout de ligne, il n'y aura pas de transport. Donc, on pourrait affecter l'efficacité de l'insuline.
ça vous donne juste une petite idée à quel point ça peut être complexe, là, parce que c'est quand même simplifié ici, mais il y a beaucoup de molécules comme ça, de voies moléculaires, de signalisation cellulaire, comme ça qu'on appelle, qui va entrer en ligne de compte. Protéine G, comme je disais, je ne vais pas vous rentrer en détail là-dedans, mais à un moment donné, peut-être pas, dépend où tu vas travailler, mais il y a certains médicaments, si vous travaillez en oncologie, tout ça, sont plus rares, mais ça existe, qui sont des activateurs, des inhibiteurs de protéine G. Donc, si vous voyez un jour que vous lisez le mécanisme d'action d'une drogue que vous donnez, un médicament que vous donnez à un patient, puis on dit que c'est un inhibiteur de protéine G, ben vous avez une petite idée. Vous ne pouvez pas comprendre de façon très précise ce qui se passe, mais vous comprenez qu'on va bloquer des réactions chimiques quelconques et qu'on va empêcher le fonctionnement métabolique d'une cellule. Si au contraire, on donne un médicament qui active, ben là, on vient activer la réaction enzymatique qui aura un effet X ou Y. Donc, vous avez quand même une petite idée. Mais on ne pousse pas plus loin que je viens de faire, parce que vous pourriez aller très très loin ici. Alors, comme tantôt, je résume pour que ça soit plus clair, j'ai dit beaucoup de choses, là, je résume vraiment juste sur le mécanisme des hormones peptidiques ou hydrosolubles. Dans ce cas-ci, c'est une hormone qui s'en va en circulation sanguine, mais qui circule facilement parce qu'elle est hydrosoluble. Donc, pas besoin de transporteur. Étape suivante, l'hormone s'attache au récepteur à l'extérieur de la cellule, donc la partie externe, sur la membrane. Une fois que l'hormone est attachée au récepteur, ça forme un complexe qui permet l'activation du récepteur. Quand ton récepteur est activé, il recrute la protéine G, ou si tu veux, il s'attache, donc la partie interne du récepteur s'attache à la protéine G. Ça permet l'activation des seconds messagers, qui sont des molécules chimiques. Et une fois que les seconds messagers sont activés par la protéine G, on engendre une cascade de réactions enzymatiques, donc plusieurs enzymes qui vont s'activer entre elles, qui vont contrôler différents processus chimiques ou métaboliques, qui en bout de ligne va affecter une activité cellulaire, un processus cellulaire. Ça peut augmenter le transport de glucose ou le diminuer, ou affecter un autre nutriment, peu importe, mais c'est vraiment la réaction enzymatique ou les réactions enzymatiques et les processus chimiques qui contrôlent, qui aura l'effet final spécifique d'une hormone. Fait que si je donne l'exemple de l'insuline ou le glucagon qui ont des effets opposés, ben dans le cas de l'insuline et du glucagon, ils fonctionnent de la même manière, récepteur externe, protéine G, les seconds messagers, mais la différence finale, c'est que les enzymes activées dans la cascade ne seront pas les mêmes que le glucagon, si je prends le point de vue de l'insuline. Donc l'effet peut être différent. Les enzymes associées à la cascade enzymatique pour l'insuline augmentent au final le transport du glucose, mais les autres enzymes, qui sont d'autres sortes d'enzymes associées dans la cascade du glucagon, vont faire l'inverse. On empêche le transport. Donc, l'effet final est différent, mais les mécanismes généraux sont similaires. C'est juste, comme tantôt je disais que ça dépendait du type de gène qui est activé, là, ça dépend du type d'enzyme. Mais déjà, vous voyez que l'effet final est complètement différent en ce sens où l'hormone liposoluble, on active des gènes et la production de protéines, alors que les hormones hydrosolubles, on va vraiment jouer à un autre niveau. On est au niveau enzymatique, processus chimique. Ça revient en début de session, kata-ana. Les enzymes vont favoriser le catabolisme ou l'anabolisme ou d'autres effets aussi enzymatiques que vous n'avez pas encore étudiés dans mon cours.